Sur quel pied penser ? Alors ça fait que quelques semaines qu'on s'est rencontrés sur les ondes. Vous allez voir, cette émission Sur quel pied penser sera protéiforme. Audio, sonore, radiophonique, podcast, peu importe comment vous voulez les appeler, des genres, d'expressions différentes. Aujourd'hui, c'est un peu tout ça, à la fois, en réalité. Je vous propose une création sonore réalisée avec l'artiste Thierry Boutonnier, intitulée Noir de Gascogne. C'est un projet sur les poules et sur la biodiversité, sur les poules, les noirs de Gascogne. L'idée de Thierry Boutonnier s'inscrit dans la continuité du travail de Rachel Carson, une biologiste qui a écrit Printemps silencieux. Très concrètement, ce projet s'est développé autour de plusieurs axes, avec des ateliers en classe animés par Thierry Boutonnier, qui a incité les élèves à aller interroger leur grand-mère pour décrire des sons, décrire les sons de leur enfance. Ce projet Noir de Gascogne, c'était également d'aller au domaine de Puy-Pardin, juste à côté de Condom, un domaine qui a accueilli cette œuvre sonore avec une statue qui était là pour porter une grande cape en plume de Noir de Gascogne. Une cape qui a été réalisée par la plumassière Valérie Tanfin, qui, entre autres, travaille avec des grands cabarets parisiens comme le Lido. Bon, pour le générique complet, on se retrouve à la fin de l'émission. Je vous laisse donc découvrir cette création sonore autour des Noirs de Gascogne, des bruits de grenouilles, d'oiseaux, de nature et des témoignages de doyennes de la Ténarèze, donc autour de Condom, dans les lieux mêmes de leur enfance, ou à peu près. De décrire les sons des paysages de mon enfance. Ah le lieu, ça s'appelait Sept-Hou. C'est ici ? C'est une partie de la campagne de chez mes parents. D'accord. Du Gers ? Oui, bien sûr, oui. Ok. D'accord. Sept-Hou, ça veut dire 7 fontaines. Il y avait 7 sources qui sortaient dans un petit bosquet. Et après, il y avait un petit ruisseau qui partait. Et moi, c'était mon coin, ça. Après, il y avait un petit bosquet. Il y avait des steppes. C'était bien. Maman avait une centaine d'oies et on les amenait au fond des prés, là où il y avait les vaches, parce qu'elles allaient dans la douze, elles avaient l'eau. Et des dindons, on avait aussi une centaine de dindons. En effet, il y en avait beaucoup. C'était la grosse propriété, quoi. 5 vaches, 6 au plus, mais je pense que c'était 5 la majorité. Parce qu'on se retrouve dans les années entre 1939 et 1945. Là. Écoute, pour moi, c'est en tout cas les oiseaux, les aboiements d'un chien. On avait aussi des tourterelles, donc les tourterelles qui roucoulaient. Un peu de voitures, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures, très très peu qui passaient dans le village. Juste en face de la maison où on habitait, il y avait un troupeau de moutons qui rentrait régulièrement dans une petite bergerie qu'il y avait en face de chez nous. Et puis le meublement des vaches aussi, parce qu'il y avait un abreuvoir pas très loin de chez nous et les vaches venaient boire là avant de rentrer à l'étable. Ne serait-ce que pour la poule, on l'appelait petit. Eh bien, c'est une poule qui s'appelait Blanchette et qui caquetait tout le temps. Disons qu'avec mon grand-père, il l'avait adoptée et quand il l'appelait, elle venait sur son épaule. Cote. Pouvez-vous imiter et décrire les sons de ces paysages de votre enfance ? Oh là là, c'était désert complet. Il n'y avait pas des petits oiseaux, des choses comme ça ? Oh, si, bien sûr, mais bon, moi j'en ai ici aussi, des petits oiseaux. Voilà, il y avait des faisailles, il y avait tout ça. Mais bon, il y avait, des pies, des corbeaux, des bergeronnettes il y avait, parce que comme il y avait un troupeau de vaches, il y avait des bergeronnettes. Il n'y avait pas des grecques comme on voit maintenant. Si, pour les poules, moi je t'entends. Ah oui, petit. Quand même, quand tu les appelles les poules. J'appelle mes filles même, je les appelle, les pauvres, elles sont tellement mignonnes. Et les oies pareil. Et les oies, comment tu les appelles ? Lilou. Ah, comme les canards. Oui, Lilou, et Azari. Après, je dis ma fille. Et au portail du poulailler, il y a une cloche. Une cloche de vache, je la remue, elles arrivent comme des folles. Tu vas le voir, on va y aller tout à l'heure. C'est incroyable, oui. Si on appelait par exemple une vache qui était dans un pré, ma grand-mère ou même moi-même quand j'étais gamine, j'essayais d'imiter ma grand-mère et on disait viens. Je vais faire la vache.
Elle vous a répondu. Je peux faire le coq. Cocorico. C'est un coin le coq. Le chat. Miaou, 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 miaou. Joyeuse. Il y avait le rossignol, d'une part, je reconnais très bien le bruit du rossignol, mais il se trouve toujours, il y est toujours dans cet endroit. D'accord. Je l'entends encore. Et après, il y avait également le coucou, qui venait également, et des tourterelles. Les moutons libellent. Je vais pas le faire, je vais pas te faire le bruit quand même. Comme tu veux. Quand même. Voilà, les tourterelles roucoulées. Ça, je ne saurais pas trop te faire le... Parce que c'est enfin un truc comme ça, quoi. Hein. Et puis après, voilà, comme animal, le chien, il aboie. Il aboie, quoi. C'est trop rigolo, ça. Le lieu que j'aimais le plus autour de chez moi, c'était avec les animaux. Avec les animaux, parce qu'on avait un grand cèdre, et sur ce cèdre, les dindons ne rentraient pas le soir, ils montaient sur les branches du cèdre qui étaient très haut, et là, le lendemain matin, ils descendaient parce qu'on leur donnait à manger par terre. Allez, viens, Lilou. Viens. Lilou. Allez, je t'en prie. Lilou, viens. Lilou, viens vite. Allez, viens. De toute façon, on les entendait quand ils bougeaient, quand ils rentraient dans les tables, quand ils sortaient. Bon, c'était des bruits familiers, bien sûr, les portes, tout ça. Puis suivant qu'ils passaient à un endroit, sur le gravier, sur l'herbe, sur un qui marchait. Voilà les bruits qui me restent, mais c'est tout. La grenouille dans l'eau. Deux chevaux que le voisin m'avait donnés quand j'étais petite. Et alors, tu les appelais? Je les appelais, et puis ils venaient avec moi. Même quand j'étais malade, ils sont montés dans ma chambre. Oui, alors les fermes à l'époque, c'était des fermes plus petites qui faisaient en moyenne une quarantaine d'hectares et qui étaient en polyculture. Et ça, c'est très important parce que la polyculture, dans le Gers, en bas des collines, il y avait souvent des ruisseaux. Ensuite, au bord des ruisseaux, il y avait des prés avec des vaches. Ensuite, on trouvait les champs de céréales. Et au-dessus, en dessous des bois, il y avait les vignes sur les coteaux. On entendait à la fois les animaux et les gens qui se parlaient, qui se hélaient d'une colline à l'autre. On entendait les bruits des rares machines qu'il y avait à l'époque. Et maintenant, je me rends compte, lorsque l'on va marcher, que la campagne est silencieuse. J'étais très très heureuse, tous les bruits de la ferme, tout me plaisait, tu peux pas savoir. On était, comme on n'avait rien, le peu de choses, tout, mais tout était merveilleux, tout. Beaucoup plus de voitures qu'avant. Le bruit des voitures, elles sont silencieuses. Je ne les entends pas trop parce que je deviens dure d'oreille. Par contre, je peux vous imiter les klaxons aussi. Et c'était bien agréable, on entendait les vendangeurs chanter. Les vignes chanter. Voilà. Quels oiseaux tu entendais dans la campagne? Est-ce que tu te souviens des oiseaux? Les petits moineaux, les hirondelles. Les hirondelles, il n'y en a plus. Les moineaux, mais quand tu étais petite, justement, il y en avait. Alors, il y en avait, oui. Ouais. Il y en avait, elles venaient dans les étables faire leur nid. Oui, elles faisaient faire les petits. Et à l'école de la Roque, tu n'y as pas été, toi? Si, j'y étais allée quand j'étais toute petite. C'est nid, sous le préau, là. Oui. Il y a le coucou aussi. Oui, le coucou, mais on ne l'entend pas souvent, lui. Mais lui, c'est juste... au début du printemps. Au début du printemps.
Est-ce que ça te ramène à ce souvenir des fois ou pas? Ah oui, sûr, oui, quand je vois le petit roitelet, là, on le voit qu'à certaines périodes de l'année, mais je me dis, il était là, il était là, il était là. Ah, il avait niché à tel endroit, tu vois, il y a des choses qui me se souviennent comme ça. On avait un chien qui s'appelait Bobby, voilà, et donc quand je l'appelais, il venait vers moi, tranquillement, et je le caressais. Elle élevait 7 cochons, ils étaient gris. Et j'avais jamais vu des cochons comme chez Jacques Massal, j'avais jamais vu ça. Et alors le soir, elle disait « Yétouté, yétouté, yétouté » et tous ces petits cochons arrivaient. Et puis après, elle fermait le volet donc avec le couteau. Et moi, je m'endormais, je voyais quelquefois une souris qui passait près de mon lit. Bon, mais là, il n'y avait pas de tracteur. Oui. Il y avait les vaches qui labouraient. Il y avait bien ton père qui les guidait, les vaches. Oui. Et comment il faisait pour les guider? Eh bien, il fallait les atteler là-bas. Oui. Et puis, on avait un aiguillon pour les faire. Oui, les pauvres. Les pauvres. Oui. Et puis, mais à la voix, vous les guidiez à la voix, à gauche, à droite, tout ça tu t'en souviens pas? Je ne me souviens pas. Tu le faisais pas? Quelquefois, j'y étais devant. Hein. Ah ouais? D'accord. Et mon père, quand il était devant, tu sais ce qu'il faisait? Il marchait, il était déjà au bout. Et les vaches arrivaient tout doucement. Elles étaient à moitié parcours. D'accord. Alors, il revenait. Je t'assure qu'il en a fait du chemin. Il y avait des animaux dans toutes les fermes. Chaque ferme avait sa basse-cour. C'était important pour la vie, pour la nourriture, bien sûr, pour l'autonomie. Il y avait, bien sûr, des poules, des canards, des lapins, quelquefois des oies ou des pintades. Bon, pas chez moi. C'était très bruyant, les oies ou les pintades. Il y en avait chez ma grand-mère, on les entendait de loin. Des pigeons, il y avait des pigeons aussi. Bien sûr, des vaches avec des veaux, des cochons. Tout ça vivait en bonne harmonie. Il y avait bien sûr des chiens, quelquefois des chats. Et bon, notre vie était bien sûr bercée de tous ces bruits au quotidien. Eh bien, tu sais ce qui me reste? C'est quand j'étais chez ma grand-mère, ils écoutaient la radio. Oui. Alors, radio, mais enfin bon, j'en garde un souvenir, mais j'ai la nostalgie de ça. Parce que moi, je me rappelle quand elles grattaient la terre avec leurs pattes pour chercher leur nourriture, c'était curieux de les voir décortiquer la terre comme elles le faisaient. On aurait dit qu'on avait labouré la terre. Par exemple, pour les canards, les enfants étaient appelés à aller chercher les canards. C'était lire. Et alors, si on avait une boîte de maïs, c'était encore mieux. Avec les vaches et un taureau. Les vaches, j'en avais pas peur, mais du taureau, j'en avais très peur. Parce qu'autrefois, les gens de la campagne, ils amenaient la vache avec une corde et ils l'amenaient au taureau. Et là, le taureau, il était fou quand on amenait la vache, voilà. Mais les gens, ils passaient sur la route et tout avec la vache autrefois. L'été, on les appelait, et alors là, mon père les appelait saï. Il disait le mot saï. Saï. Il appelait les vaches comme ça. Et elles arrivaient du fond du pré, surtout celles qui avaient un veau à faire téter. Saï. Et donc, nous sommes partis en bateau. Et nous sommes allés dans la maison de ma grand-mère, donc dans le Gers. Et là, cette fois-là, alors là, j'ai connu les prés avec de l'herbe, des montagnes que je n'avais jamais vues, des ruisseaux et des rivières que je n'avais jamais vues. Le cri des personnes dans la campagne qui appellent leurs animaux. Voilà. Parce qu'il y avait des manières différentes d'appeler les animaux suivant leur comportement. Moi, ça, je ne l'ai pas trop vécu. Ça, ce serait plutôt Papé qui pourrait répondre par rapport aux vaches, aux chiens aussi. Et le gars qui avait des moutons, il avait un cri particulier, mais je
saurais pas te le retraduire. Hein. Nous allions dans nos familles qui étaient à la campagne, où j'allais passer mon temps dans les tables avec les vaches, et les chèvres chez un autre parent, et donc j'avais les vaches à côté de la maison de mes parents. Automatiquement, elles étaient non seulement répertoriées par rapport au service vétérinaire, mais elles avaient des noms que nous choisissions. Alors souvent c'était des noms de fleurs, genre pâquerette, marguerite, etc. Ou bien brune ou blanche, enfin. Le soir j'allais la rejoindre à ma mère. Même à l'étour, il y avait des hiboux partout, et tu sais, autrefois. Je suis plus ou moins intéressée à cet âge-là, peut-être pas beaucoup, aux oiseaux qui venaient sur les fenêtres ou à la campagne. L'oie que vous avez achetée pour le baptême de Céline est morte ce matin. Elle n'a pas supporté que Céline parte à Vendée. L'oie est morte. Eh bien, Colette, que tu fasses de croire ou non, les gens arrivaient pour le deuxième repas là-bas en Vendée, et moi et Céline, on pleurait comme des madeleines, et Franck qui disait, mais arrêtez de pleurer, les gens vont se demander pourquoi vous pleurez, alors que c'est le mariage. On pleurait, c'est toi. Elle venait le matin devant la chambre de mon père, à telle heure, et elle se mettait à chanter, mon père ouvrait les volets, et lui disait, oui, je descends, j'arrive. Venez les filles. Oui, allez, viens chérie. Venez mes chéris, venez mais plus vite. Oui chérie. Oui. Oh là là. Ah oui, certains sont, oui. Ah oui. Le laitier qui arrivait avec ses bouteilles de lait qui cliquetaient dans sa charrette, c'est fini. C'est fini. Maintenant, on va acheter son lait en pack et puis voilà. Et, moi, quand j'étais petite, le laitier arrivait, ça, c'est vrai que c'est un son, ça c'était un son. Le laitier arrivait, avait une charrette, une calèche, avec des compartiments pour mettre les bouteilles de lait, et les bouteilles cliquetaient entre elles et tout, et on savait que le laitier arrivait. Nous étions tout le temps en campagne, parce que nous allions à l'école dans d'abord un village et puis ensuite un autre, donc ça nécessitait 4 km à pied à peu près ou à vélo. Donc à l'âge de 6 ans, j'allais en vélo à l'école, et puis en plus le dimanche à la messe. Donc vous voyez, c'était 7 jours sur 7 pratiquement. Hein. Nous prenions le vélo pour faire une dizaine de kilomètres aller-retour. Et bien sûr, il y a des bruits, pas de voiture, mais les bruits, surtout, moi ce que j'appréciais beaucoup, c'était les bruits dans les champs des tracteurs au loin, parce qu'on entendait plusieurs bruits de machines qui travaillaient, donc, et qui d'une colline à l'autre, et ça faisait vraiment une campagne très vivante. Il y avait ça, puis bien sûr, il y avait les ruisseaux, on passait, les gamins jouent toujours dans les ruisseaux, il y a toujours des petites cascades, les arbres, bien sûr, suivant les saisons, parce qu'il y a du vent, pas du vent, il y avait beaucoup moins de vent que maintenant d'ailleurs, j'aimais beaucoup le vent, il y en avait beaucoup moins. Et les bruits des oiseaux, le premier oiseau après l'hiver, parce que l'hiver on ne les entendait pas trop, ils devaient être dans les bois, c'était le coucou. Et ça coïncidait avec les premières jonquilles et avec Pâques, à peu près. C'était vers le mois de mars-avril. Le premier coucou, c'était à celui qui entendrait le chant du coucou en premier. Et on s'amusait à le faire chanter. On lui faisait coucou et lui répondait coucou. Coucou. C'est pour ça que c'est certainement l'oiseau sauvage qui nous amusait le plus. Pour le faire chanter à nouveau. Voilà, ça c'était le jeu des enfants, on était contents d'entendre le coucou. Et puis il y avait d'autres bruits, l'été c'était les grillons. Ah ça, les grillons, un casse-tête dans les prés qui était chargé d'insectes. De fleurs sauvages, d'herbes, de foin, bien sûr, de graminées, et aller tuter les grillons que nous mettions dans des petites cages avec des pétales de rose,
Et bon, on les entendait après dans la maison, on les relâchait rapidement, hein. Mais on les gardait un jour ou deux pour les entendre chanter dans la maison. Et les animaux, il y avait des insectes, il y avait des insectes. Des dans grillons. Les pays, il y a des grillons, on les tutait les grillons. Oui. Voilà. On tutait les grillons. Après on les mettait dans la table de nuit. Avec une feuille de salade. On faisait des crottes partout. Et ça faisait du bruit, là. Et ça faisait du bruit. Trit, 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 trit. C'est comme ça, non? Ben oui. Est-ce que tu saurais imiter le grillon? Cric, cric, cric. C'est pas Trit, terrible. trit, trit, trit. C'est pas terrible. Maintenant, il y a des cigales qui arrivent. C'est celui que j'aime toujours d'ailleurs, c'est les chouettes le soir. C'est le soir quand les chouettes commencent à ululer. Je crois que ça a été celui dont je me souviens le plus, c'était la chouette le soir. Et tu peux aussi le faire, le aussi. Ah, ouh ouh. La chouette. La tourterelle. Ah, c'est pas la une tourterelle là, turque qui fait un boucan pas possible, qui est pas discrète du tout, qui te mettrait dehors dessus la terrasse. Tu n'aimes pas celle-là, la tourterelle? Non. Elle est trop courageuse. Alors les hirondelles, ça c'était très précieux, c'était un événement. Je sais que mon père, dès qu'elle revenait à l'étable, il le signalait à la famille, ça y est, les hirondelles sont revenues, parce qu'il y avait donc des vaches, donc des bouses, donc des insectes dans les prés, et les papillons, et enfin de toutes sortes. Pour nous, c'était vraiment le printemps. Et alors surtout, l'événement, c'est quand on entendait, quand il y avait la naissance de petites hirondelles. Et alors là, c'était des pépiments, parce que les hirondelles, les parents partaient chercher des insectes, et dès qu'elles revenaient, et elles faisaient ça toute la journée, alors là c'était un concert de gazouillis assourdissant, je dois dire. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón los nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que su vuelo refrenaba, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Et là, j'ai cette petite chatte, un chat noir sans queue est venu, alors faisait rien, comme ça, tu sais, là, une comédie. Mais je lui dis arrête, rien, elle se roulait par terre, la pauvre chatte. Et là, il est arrivé un chat noir et blanc, qui n'a pas de queue, mais alors, de toute beauté, une tête. Je sais pas qu'il est ce chat, il est magnifique. Il l'a attrapé, on va prendre je vais t'en donner des petits chats. Et quels sont les bruits que vous n'entendez plus maintenant et que vous aimeriez entendre? Les bruits d'autrefois qui ne... Je n'aime pas trop le bruit du silence. Ah, c'est le silence, voilà. D'accord, c'est le bruit du silence qui vous gêne. Mais j'ai un minouchet. Et mon minouchet, il m'a fait passer de très bons moments. Et maintenant, quand je vais arriver, il va me voir au portail. Il fait comme ça pour marcher. Oui. Il vient à ma rencontre. Bien sûr. Il a l'air de me dire, je te garde la maison. Les bruits d'aujourd'hui que je n'ai jamais entendus enfant,
Enfant, c'était surtout la télévision, tiens, par exemple. Ça, je ne l'ai pas entendu avant l'âge de 10 ans. Mais, par exemple, la radio, nous l'avions, mais c'était surtout la circulation. Alors les trains, ça par contre, les trains, on n'en avait pas. Ça c'est sûr. Les avions, on les entendait passer un peu dans le ciel. Voilà, mais surtout, les camions, on n'en voyait pas trop, les tracteurs, il y en avait, bien sûr, des outils, les voitures, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même, elles ne circulaient pas trop. Voilà, mais c'était surtout la télévision que l'on n'entendait pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre aujourd'hui comme bruit? Ah oui, les tracteurs, effectivement, les tondeuses, les tronçonneuses, là, pour les arbres. Voilà, c'est tout des bruits, tout ça que quand on était enfant, on ne les entendait pas. Il y a trop de voitures aussi, ça on les entend trop. Les camions. Quand j'étais petite, j'entendais plus souvent le pas des chevaux avec des calèches ou des charrettes, surtout des charrettes qui doivent transporter, que celui, il y avait des cars. Tandis que maintenant, le bruit que nous entendons, c'est celui des voitures qui passent. Aujourd'hui, ne serait-ce que les sonneries de téléphone portable dans tous les lieux, ça n'existait pas de mon temps et on était vraiment plus dans le calme. Et les bruits de voies publiques qui sont beaucoup plus intenses, il y a beaucoup plus de voitures, beaucoup plus de véhicules, de camions, etc. Il y avait du bois partout autrefois. Et alors tout d'un coup j'entendais le hibou. Moi j'étais petite, tu te rends compte, j'avais 10-12 ans. Il fallait que je descende, ils n'étaient pas gentils les gens. Il fallait que je descende la côte, que je monte la côte, et là je courais parce que je croyais que c'était quelqu'un qui me courait. Oui. C'était le hibou la nuit. La nuit, c'est impressionnant quand même, le hibou. Mais oui, comment tu dis qu'il faisait? Il faisait comme ça. Oh, c'était terrible, Molette, mais terrible, hein. Oh là là, qu'est-ce que j'avais peur. Tu peux pas savoir ce que j'avais peur. Oui. Plus les voitures que les oiseaux. Mais nous avons donc la chance d'habiter à la campagne. Oui. Ceci dit, nous avons beaucoup d'oiseaux, que nous nourrissons d'ailleurs, ainsi de suite. Nous avons beaucoup d'oiseaux autour de la maison. Donc, on entend comment ça s'appelle, les petits jaune et vert, là. Je ne me souviens plus de leur nom. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux qui viennent. Et nous avons les poules, les coqs et tout ça, que dans mon enfance, il y en avait beaucoup moins. Étant donné que nous étions, on avait quand même dans notre jardin quelques volailles, mais bon, sans plus, quoi. Mais maintenant, c'est ce que j'entends le plus souvent. Maintenant, ce sont les poules, quand elles pondent, le coq qui chante à longueur de journée, les ânes qui braient, ainsi de suite. C'est vraiment une petite ferme. Mais je les connais, oui. 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 Il y en a un lit de Noé, là. Comment? Il y en a un élevage à l'île de Noé. C'est eux, je crois, qui l'ont remis un peu. Donc tu sais ce que c'est? Oui. Poule noire de Gascogne. D'accord. Oui, tout à fait. On a de temps en temps des poules qui sont un peu plus bas de où on habite et on les entend. Et la chouette tous les soirs. J'aimerais qu'elle niche. J'aimerais qu'elle vienne nicher dans un trou de ma maison. La chouette. Le chant des oiseaux dans la nature, parce qu'on a plus de mal maintenant avec tous les bruits autour de nous et on n'entend plus les oiseaux comme avant. Entendiez-vous des poules et des coqs? Oui. Est-ce que vous avez cuisiné une poule au pot un jour? Oui. Est-ce que c'était une poule noire de Gascogne? Oui. Oui, c'est ce que nous avions à l'époque. Vous en aviez donc oui, dans votre ferme, vous en aviez. Oui. Et on dit qu'elles ont complètement disparu à un moment donné. Mais c'est possible. Et vous avez actuellement des poules pondeuses, mais c'est pas les mêmes. Hein. Vous n'en avez pas de noires de Gascogne? Si, j'en ai des noires, mais je ne crois pas que ce soit des Gascognes. Non, vous ne pensez pas? Non, elles ont des plumes rousses, c'est pas les Gascognes. Ah non, alors la noire de Gascogne, elle est toute noire, effectivement. Parce que c'est des poules pondeuses, ce n'est plus des poules comme autrefois. Parce que les poules autrefois, elles pondaient que
pendant une période de 2, et puis c'était fini. Tandis que les poules pondeuses pondent, pas toute l'année, mais presque, elles pondent beaucoup. C'est pas du tout pareil. Est-ce que tu as cuisiné une poule au pot un jour? Je crois que j'en ai fait 1 ou 2 fois, oui, des poules au pot. Est-ce que c'était une poule noire de Gascogne? Ah non, non. Je pense pas, non. Est-ce que c'était une poule noire de Gascogne? C'était les poules ariégeoises, ma belle. D'accord. La vraie poule de ferme qui a vécu plusieurs années dans une ferme et qui arrive à un âge vénérable, bon ben on a du mal à en trouver maintenant. Oui. Bien sûr. Oui, ça oui quand même, mais pas souvent. Je pourrais le cuisiner pour vous, mais vous n'aimez pas cette peau de poule bouillie, là, la peau, tu sais, voilà. Vous la préférez rôtie? Bon, eh bien, on fait du rôti. Est-ce que c'était une poule noire de Gascogne? Ah, et non pas obligatoirement. Non. Et on cuisinait donc cette fameuse poule au pot quand nous venions dans le Gers. Ah oui. Et c'est un souvenir inoubliable. Pour les vendanges, les moissons, ainsi de suite, le dépiquage, tout ça, enfin, bref, il y avait toujours du bouillon de poule avec du vermicelle dans la boule, que l'on mettait dans une boule et on mettait la boule dans la grande marmite de bouillon. À l'époque, je ne faisais pas très attention aux couleurs des poules. Ceci dit, je pense, nous en avons maintenant dans notre poulailler. Nous avons des poules noires. Oui, parce qu'à un moment, elles ont disparu. Oui, mais c'est une poule qui est relancée. Non, étant donné que nous venons de la Sarthe, donc on n'avait pas de poules noires. Enfin, on avait peut-être des poules noires, mais pas Gascogne. Ah, la poule au pot, c'est trop bon. Alors, donc, tu vides ta poule, tu la coupes en longueur, tu enlèves l'anus, tu coupes en longueur, tu enlèves toutes les tripes, tu gardes le foie et le cœur. Et après, et le gésier. Et après, donc, tu mets... moi, je mets donc... Je le broie, tu sais, donc... oui, ça s'appelle... Le hachoir électrique, le voilà. hachoir électrique, voilà. Alors, donc, j'y mets tout ça, j'y mets du jambon. Après, je mets du pain, pas du pain frais, du pain un petit peu dur. Donc, je fais un saladier. Dans ce saladier, j'y mets du sel, du poivre, un peu de sucre. Et après, je mets 5 œufs. Je remue tout, bien, tu le remues. Et les œufs entiers. Les œufs entiers. Et tu mets tout ça dans l'intérieur de la poule. Mais tu mets pas d'oignon, ni d'ail, ni rien. Un petit peu d'oignon, je mets. Oui, un peu d'oignon. Et je mets aussi une petite gousse d'ail, parce que c'est très bon. Voilà. Ma maman étant gersoise et tout, m'a toujours initiée à la volaille gasconne, à la cuisine gasconne et aux mœurs gersoises. Alors quand on était enfant, il y avait un truc, on faisait endormir les poules. Vraiment. Alors c'était simple, on attrapait une poule, les pauvres, hein, parce qu'on était quand même 4 à la maison. Bon, moi j'étais la plus jeune, et donc bien sûr, ils ont vécu ça tout au long de leur vie, où c'était pas bien méchant. On attrapait une poule bien gentille, on lui mettait la tête sous l'aile et on la prenait dans nos bras en lui mettant la tête sous l'aile et on la berçait, un peu comme un bébé. On la berçait, puis on la posait par terre et la poule restait là comme endormie par terre. Bon ben, on s'amuse comme on peut. Non, mais moi j'ai pas la magie, pas trop, hein. Ouais. Non. Tiens, on était très terre à terre et à la campagne. Quels sons souhaiterais-tu transmettre à tes proches dont le souvenir est important pour toi? Vous retrouvez les sensations, les sons dans votre oreille? Oui, c'est sûr qu'il y avait des lapins, il y avait des lièvres, il y avait de tout. Il y avait des cailles, on n'en voit plus. Il y avait des sons de cailles, et on n'en entend plus. Des cailles, il y en avait, je ne dis pas en masse, mais il y en avait beaucoup de cailles. Je connais le nom, le bruit. Je le reconnaîtrais, mais le faire, c'est une autre chose. D'accord. Transmettre ça, c'est autre chose. Je dis, toujours bercée par le son de la chouette le soir, je me sens que c'est ça y est, la journée se finit. Et
j'aimerais bien avoir aussi un chien. Mais bon, pour le moment, tant qu'on se déplace, j'ai toujours eu un chien. Petite, nous avons toujours un chien. C'était une chienne. Elle s'appelait Loute. Elle aboyait. Chaque fois que quelqu'un venait arriver au portail, elle aboyait. Et dans le Gers, beaucoup plus. Oui, une fois dans le Gers, il y a quand même... Quand nous allions à la campagne ou autre, il y a poules, cochons, vaches et ainsi de suite. Il y en avait beaucoup plus que maintenant. Parce que maintenant, dans les fermes, tu n'as pratiquement plus de volailles. Le son, le son de la vie d'une ferme, parce que maintenant, les fermes, il n'y a plus trop de basse-cour. Et bon, je ne sais pas, je trouve que pour trouver des basses-cours, ce n'est pas évident. Oui, ne serait-ce que le matin de très bonne heure. Par exemple, si le jour vient, mettons vers 5 heures, vous entendez le chant du coq dès que le petit jour se pointe, et c'est fabuleux. C'est pour dire que les poules, il faut qu'elles se lèvent à un moment donné. Le calme, le bien-être, la paix, disons que pour ma part, j'ai vécu vraiment dans ce milieu-là, et je souhaiterais que l'avenir soit comme ça. Il y avait aussi les grenouilles aussi. Ah oui, les grenouilles. Parce qu'on allait à la pêche aux grenouilles, il ne faut pas l'oublier. Les soirs d'été, la nuit, on entend le tut des crapauds, on appelle ça les crapauds accoucheurs, je ne sais pas, parce qu'ils ont les œufs comme ça là. Et au beau jour, on entend ça, ce bruit-là, le soir, à la nuit tombée. Ça leur faisait à la fois peur et ils étaient contents. J'aime bien quand le pivert, il tape. Alors, j'aime le bruit de certaines... Quand les églises se mettent à sonner, j'aime entendre le son de la vie des animaux, disons, des chants d'animaux, oui. Le bruit des vagues. Je me présente la vie. Je pourrais pas vivre en ville, je serais de suite morte. J'ai besoin. Je pense à aucun malheur ni rien. Je pense à ma volaille, je pense ce chant, tout ça. Je suis heureuse de passer la main sous la poule, tu vois. Ouais. Ah ouais, tu peux pas savoir. Le chant, tout ça, le coq, tout ça bouge. Je suis heureuse à mourir. C'est des bruits tellement ordinaires, qui faisaient partie du quotidien du matin au soir. Les vaches meuglaient, on arrivait à comprendre ce qu'elles voulaient. Ah oui. Mon père se levait, petit déjeuner, il allait tirer il disait bon, il faut que j'y aille parce qu'elle m'appelle, parce qu'elle voulait nourrir son veau certainement, donc il faut que j'y aille. Il y allait, ça passait avant le reste. Voilà, les poules, pareil, il fallait les faire sortir, les canards aussi, c'était très marrant, un bruit marrant, c'était une canne qui couve. C'est pas un gloussement comme les poules, c'est un petit pas un caquettement non plus, c'est un comme ça, c'est assez bizarre. Et puis quand elle rassemble ses petits canards, une canne avec ses petits canards, c'est merveilleux. Et on avait les canards depuis la naissance, la conception, la naissance jusqu'au confit. Bon, jusqu'au confit. Jusqu'au confit, les pauvres. Ah là là. Ce projet Nord de Gascogne, au départ, a été imaginé pour être écouté dans la nature. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est d'aller télécharger le fichier original sur domestication.eu, le site de l'artiste Thierry Boutonnier, qui a créé, qui a imaginé cette œuvre sonore. Et un peu plus largement que sonore, vous aurez des infos sur le site pour en savoir un petit peu plus. Nous allons poursuivre avec Octoplus. Octoplus, c'est un voyage à travers le temps et aujourd'hui à travers la Méditerranée. Suite et fin des épisodes dédiés à Christiane. À la fin de l'épisode précédent, et oui, c'est une série, le père de Christiane était en passe de changer d'employeur. Son frère et patron, qu'il a élevé à la mort de ses parents, n'étant plus aussi bienveillant qu'auparavant.
Voilà, et avant de retourner à ce moment-là, nous remontons encore plus dans le passé pour évoquer les grands-parents de Christiane. Et puis avec un peu moins de légèreté, elle nous parlera brièvement du départ et de l'ambiance assez lourde qui régnait à ce moment-là en Algérie. Mes parents, ils sont nés en Algérie. Ma mère, elle est née à Lamtar, du côté de Belabès. Et mon père, il est né Oujda, du côté de la frontière marocaine. Mon père, il est du côté... Mais côté français, hein, il était à la frontière marocaine, Oujda. Quand son père est mort, il est mort par là-bas. Et c'est mon oncle qui est rentré le premier à Descartes, là, et qu'il avait acheté à Descartes. Il avait commencé à travailler, il avait acheté l'épicerie à Descartes, et qui a fait rentrer son frère, mon père. Les parents, mon père, c'était des vrais Espagnols. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est pendant le truc d'Espagne ou n'importe qui sont partis là-bas, tout ça. J'ai jamais su. Je sais que mes grands-parents, ils habitaient du côté d'Oujda. Mon père, il a perdu son père. Ils étaient que deux enfants hein, chez mon père. Hein. Mon oncle, là, qui est mort en Espagne, c'était mon parrain. Et mon père. J'ai pas connu aucune grand-mère du côté de mon père ni du côté de ma mère. Hein. Mon grand-père a toujours travaillé la terre, chez des patrons. J'ai été toujours employé chez des patrons. Hein. Et ma grand-mère et tout ça, je me rappelle pas. Comme ma mère, elle a perdu son père très très jeune. Et ma grand-mère, je l'ai pas. Elle m'a connue parce que j'étais petite, mais moi après, je me rappelle pas. Mon père, il n'a pas j'ai beaucoup connu ses parents ni rien. Il est resté orphelin très jeune. Hein. Il a été élevé par son frère et ma tante. Hein. Après, il était toujours chez son frère, hein, mon père. Il n'a pas eu truc de... Ah non, après, moi, de la famille, on avait mes cousins, beaucoup de cousins germains, du côté de ma mère. Du côté de mon père, il a perdu ses parents aussi très, très jeunes. Je crois que mon père, il avait 12 ans quand son père il est mort. Et après sa mère, elle n'a pas duré longtemps non plus. Hein. Ça fait qu'il a été élevé par son frère. Elle a toujours connu que son frère. Moi, j'ai connu que mon oncle. Hein. Après, comme cousin de cousin et tout ça, il n'en a jamais connu. Il a été élevé par ce frère. J'étais toujours au travail et mes cousins. Je connaissais la Ouila, on l'appelait, c'est la grand-mère. C'était la mère à ma tante. On l'appelait la Ouila, la vieille. En espagnol, la Ouila, c'est la vieille. Et elle a vécu jusqu'à, je ne sais pas si elle avait 70 ou 75 ans, mais elle a vécu assez longtemps. C'est la seule que j'ai connue. Tout passait par elle. C'était la chef de la maison, elle. Hein. Même mon oncle boulanger, comme il était le patron, c'était elle qui commandait s'il fallait prendre des ouvriers ou pas. Hein. Mon père était parti travailler, mais au bout d'un certain temps, ma mère était plus contente de la façon qu'il avait de faire avec son frère. Il avait trouvé quelqu'un, c'était M. Murzo, et cet homme lui avait dit, M. Vivancos, est-ce que si je vous donne du travail, vous viendrez travailler pour moi? Parce que ce M. Murzo, il s'occupait de la prison et des orphelins de l'hôpital à Oran. C'était aussi un Français, hein? Un vrai Français, hein? Et mon père lui a dit, ah oui, si vous me donnez du travail, je pars de suite. Hein. Le patron, là, M. Murzo, il avait trouvé un four. Mon père, il a trouvé un four, il a dit, mais il n'y a pas tout le matériel, ni rien. Mon père, il a dit, ben, s'il n'y a pas le matériel, mais moi, je vais vous aider à aller le placer. Mon père, il a aidé à placer les machines à pétrir, le four, il a aidé les employés qui venaient pour préparer le four, mon père, il les a aidés. Mon père est resté là travailler. Ils nous ont fait un appartement, ma mère, elle avait l'appartement, on était petits. Et un beau jour, M. Murzo lui dit à mon père, « Monsieur Vivancos, il y a un endroit là, à côté de votre appartement, on pourrait ouvrir une boulangerie. » Il dit, « Vous croyez que votre femme, elle serait capable de... » Mon père, il a dit, « De suite, vous voulez on ouvre une boulangerie? Allez, on va tenter le... » Ils ont tenté le coup, ça a réussi. Mon père, il faisait des boulangers. À ce moment, il y avait 2 équipes. Après, il a mis une 3e parce qu'il y avait l'orphelinat. Alors, on servait la prison. Le pain pour les prisonniers. Moi et mon frère, quand on était petits, on allait porter le pain à fantaisie au bureau, tous ceux qui travaillaient dans les bureaux à la prison. Et après, ils ont pris l'hôpital, les orphelins de l'hôpital. Et là, on prenait des jeunes, mon père prenait des jeunes pour leur apprendre le métier, la boulangerie. Et là, mes parents, ils ont travaillé jusqu'à la dernière minute. Hein. Après, mes parents, ils sont partis en Turquie.
Quand nous, on a pris le bateau, il y avait un mois qu'on avait la valise prête. Il fallait plus qu'il reste ni un surveillant ni un agent de police à Oran. À Oran. Ils avaient passé le machin. Qu'il n'y avait plus ni un policier, ni un surveillant de prison, ni rien. À la prison, ils ont pris le nécessaire, ils ont tout fait un peu pour nous embarquer tous ensemble. On était tous embarqués en même temps. Ceux de la prison civile, d'Oran, que je connaissais, on a embarqué le même jour, hein. Toujours sur le même bateau. Tenez les valises prêtes. On avait fait faire des valises en bois. Et moi, je lui avais dit à ma mère, elle a dit, vous partez comment, toi, dans ton état? Parce que mes parents, ils voulaient que je reste moi avec eux. Mais moi, j'ai dit non. Je dis, moi, je le suis et vous viendrez plus tard. Hein. J'ai dit, non, moi, non, je reste avec papa, avec Edouard. Moi, je reste. Tant qu'il est là, moi, je reste avec lui. Le jour qu'il part, je pars avec lui, mais moi, je reste pas là. Il me dit, mais regarde, tu es la petite. Je dis, non, je reste là. Et je suis restée jusqu'au moment où la prison, ils ont décidé, c'était tel jour, il fallait que tout le monde soit au port. Alors, on a pris chacun nos valises en bois. Celui qui en avait. Non, il y avait des sacs marins. Papa, il avait un sac marin aussi. Et je crois qu'il l'a toujours en haut. Qu'il avait servi pendant la marine. On tenait tout prêt. Et le jour qu'ils nous ont dit, il faut que vous soyez à telle heure au port, ce jour-là, tout le monde embarque. Et on embarquait tous. Ah ben, on ne pouvait plus rester. Hein. Il fallait qu'on parte avant l'indépendance. Il n'y avait plus d'agents de police, plus de gendarmerie, plus rien. Il fallait qu'on parte parce qu'il y a eu des morts, il y a des gens qui se sont révoltés. Ça, mes parents, après, ils ont vu tout ça. Hein, mais c'était une nature. Mais à Oran, il s'en est passé catastrophique. Hein, il y a eu beaucoup de... Que ça n'a pas été dit. Tu ne pouvais plus sortir, partout il y avait des attentats. On t'a tué que c'était les Français, l'armée française, que l'armée française, on les avait amenés... Parce que ça, c'était tous des jeunes qui arrivaient. Moi, je les comprends. C'était des gens, mais ils les emmenaient dans les doigts, après, ils redescendaient plus. Bien sûr, on les tuait. Mais ça s'est pas dit. Ils parlaient que des pieds noirs. Le Douar, c'est un truc d'arabe, hein. Dans ces montagnes et tout ça, ils sont pas de maison, ils vivent comme ça. C'était ça ce qui s'est passé en Algérie aussi, hein. Beaucoup de tués comme ça, hein. Non, ça a été un passage très dur, parce qu'on a quitté notre pays, qu'on aurait été très, très bien. On ne serait pas arrivé comme pour être assis comme ces pieds noirs et ces pieds noirs. Alors on était tous les surveillants de prison, la gendarmerie, on s'est rencontrés avec plus de... On dormait sur les ponts, une nuit qu'on a dormi sur le bateau. On dormait ils nous avaient donné des chaises longues, tout le long du pont comme ça. Les femmes, les unes à côté des autres, couchées. Voilà comment on est rentrés. Et on est arrivé à Marseille comme ça. Après, on nous avait mis dans des cars et on nous avait amenés à ce camp de concentration là, d'anciens prisonniers. Dans des bâtiments qu'ils avaient fait pour les prisonniers. Les femmes d'un côté avec les enfants et les hommes d'un autre. Pendant une semaine, comme ça, jusqu'à qu'on a eu les mutations. Les parents à papy, après nous, ils sont rentrés de suite après nous. Hein. J'étais moi à la maternité quand ils sont rentrés eux. Ils sont rentrés avant parce qu'on habitait, un appartement et un beau jour, on habitait un premier étage, on était dans un meublé. Il y avait Marilène toute petite. Et j'avais un meublé et je regarde par la fenêtre et je vois, et je lui dis à papy, mon Dieu, Edouard, je lui dis, on dirait que c'est ton père qui est là devant là-bas. Elle me dit, tu rigoles, on habitait Douai. Ouais, c'est ça. Maintenant, ça me revient. Et j'avais Marilène toute petite, dans le berceau qu'on a là, qu'il y a les photographies, que j'avais habillé, tout ça en rose et tout ça. Je lui ai dit, mais regarde, j'ai vu un monsieur là devant la porte, mais on dirait ton père. Il était sorti, c'était son père. Ils étaient arrivés, sans nous avertir ni rien, ils étaient arrivés à Douai. Ça me revient. Je sais que j'étais déjà au truc de la maternité, et sa mère, elle avait téléphoné comme quoi ils rentraient en France, qu'ils avaient pris les bateaux. Ils allaient prendre le bateau. Et comme on était chez ma cousine, Yvette, elle voulait qu'ils descendent à Marseille, papy allait les chercher. Et papy leur a dit, mais moi, j'ai pas d'argent. Je suis chez une cousine Germaine. Christiane, elle attend d'accoucher d'un moment de l'autre. Moi, je peux pas y aller. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé Germain. C'est le frère à papy, le deuxième. Germain, celui qui était dans les douanes. Et c'est ce qui s'était passé. Ils avaient été les chercher là-bas à Marseille, quand ils sont arrivés. Ils se sont renseignés, ils se sont venus à Douai. Mais comme papy leur a dit, moi, je peux pas vous recevoir ici à Douai. Et c'est comme ça, ils ont suivi l'armée, ils sont partis dans le nord habité. Mes parents, ils sont rentrés en 63 ici, après nous, en 63. Nous, on est rentrés en 62. Ils sont rentrés plus tard. Ils sont restés à l'épicerie. Et c'est là qu'il y a dit, le gars, il avait dit, t'es venu me suivre, quoi, comment?
le drapeau algérien là-haut. Mon père lui a dit quoi? J'ai pas mis jamais le drapeau français, je suis français. C'est pas le drapeau algérien que je vais mettre là. Et là, mon père lui avait dit à ma mère, il faut qu'on décide de partir. Puis il y avait ma soeur qui avait que 18 ans, hein, Lucienne, à ce moment. Et les Arabes, ils se croyaient déjà que c'était tout à eux, hein. Ils se permettaient beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils sont partis. Ils ont pris. Mon père l'a dit, il est préférable. Maintenant, on était déjà venu pour qu'on passe le drapeau et tout ça. Moi, le drapeau, je ne le mettrai jamais. Hein. Il y avait beaucoup de personnes déjà d'Européens qui partaient. Hein. Je ne sais pas quelle tournure et dans quel siècle on vit, mais je ne sais pas si ce siècle il sera aussi beau que celui que nous on a eu. Hein. Mais enfin, moi, en tant que mariée maintenant avec les enfants, les petits-enfants, c'est les petits-enfants maintenant qu'on laisse, mais toute la jeunesse qu'on laisse, je te demande quelle vie ils vont avoir, quel avenir. Moi, je le dis, hein, toutes ces jeunesses, je me demande comment ils vont faire, comment ils vont vivre, comment... Toujours avec cette haine qu'il y a partout, cette méchanceté, je ne sais pas. Dans cette maison, on a fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir acheter. Parce qu'on avait le salaire de papy. Hein. Et c'est avec des sacrifices et des façons de faire qu'on a pu monter ces 4 murs. Hein. Ils sont à nous, c'est vrai. Mais combien de réflexions, papy, on va finir. Papy se noyait aussi des fois. Hein. Et on ne va pas pouvoir arriver. Les jours, ils passent, on passe. Tant que la pierre, elle est à nous, c'est à nous. Hein. On a fait comme tout le monde. Faire des sacrifices et savoir économiser et garder notre rang, c'est tout. Hein. Simplement, des employés comme papa il était, on a regardé toujours partout où on est passé, on a gardé des connaissances et tout ça partout. Hein. C'est preuve qu'on n'avait pas un caractère dans son travail, il était toujours simple et quand il fallait dire quelque chose, il le faisait et tout. Mais sinon, écoutez, on a fait comme tout le monde, hein, on s'est arrangé pour monter 4 pierres. On a élevé les enfants comme on a cru bien. Je ne sais pas, moi, on a toujours été simple et honnête dans tout ce qu'on a fait. Hein, voilà, hein, on n'a pas tous le même caractère. Hein. Ma mère, elle me dit, tu es effronté et tu garderas ça toute ta vie. Je dis, jusqu'à que je vive. Parce que j'ai répondu partout, je faisais tout à ma façon. Enfin, j'ai une famille quand même, mes enfants, je crois qu'ils n'ont pas à se plaindre de moi, non? Si ça me plaît, ils n'ont jamais dit, pour que je puisse leur répondre. Sinon, on a fêté, moi avec papy, on a profité de quelques années, parce qu'on est sortis pas mal, hein, quand même. Hein. Avec papy, au début qu'on était ici, on a profité, on faisait des sorties avec les autres surveillants, des soirées, et tout ça, on en a profité, hein, c'est vrai qu'on a profité. On allait partout dans les balles. Au début, papy n'était pas trop en cours, mais après, tout le monde a pris le pli, on est sortis, on a eu des fréquentations, on a profité profité bien, hein. Papy aussi, parce qu'il aimait sortir aussi, il aimait danser, on a toujours connu des personnes agréables. On a toujours laissé une amitié avec les personnes qu'on a toujours côtoyées, tout le temps. Maintenant, ma activité, je deviens feignante. Moins j'en fais, moins j'en veux faire. La piscine, ça me manque. Mais je ne vais pas parce que je me suis dit, si tu vas à la piscine, la vieille, il t'arrive quoi que ce soit, encore tu vas embêter le groupe. C'est plutôt pour ça que je ne vais pas. Sinon, je vais à la messe, il y a une réunion, je vais, on discute. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Qu'est-ce que tu veux à mon âge? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Écoute, je suis une grand-mère aimable, toujours brave. J'adore mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants et toute la famille. J'aimais avoir l'accord toujours entre vous et dès que tout le monde est senti pour vivre le peu de temps qu'on reste, surtout moi. Et après, votre vie, qu'elle soit bien plus gaie, que je puisse avancer. Dans le droit chemin, toujours, les enfants et petits-enfants, que demander d'autre, hein, d'avoir la santé primordiale, et après de pouvoir faire ce qu'on désire de faire. J'aurais aimé avoir peut-être 20 ans de moins. Que ton grand-père, il aurait pu être là encore. Comme j'ai dit, t'es bien parti trop vite. Mais voilà, c'est comme ça. Tous les jours, c'est le même truc, hein, qu'on aurait pu profiter un peu plus à tous les deux, parce que seul, tu sais, une fois que tu es seul, c'est terminé. Faire des croisières, toujours on a fait ça, toujours. Mais quand on a commencé à se connaître, hein, aussi bien lui que moi, on avait le même horizon. Lui qui est dans son petit village là, et moi à Oran,
C'est un peu le jour qu'on peut se le permettre, on va se permettre de voyager. Tu vois, pas avec la mer, eh bien, on les a fait, hein, Dieu merci. Parce qu'on en a fait quand même 7 de croisière, ça paraît pas, hein, on est sorti 7 fois. Hein. Alors maintenant, Christiane, où tu vas partir? De la tête un jour, oui, peut-être, parce que tu commences trop à oublier, il faut que tu te fasses tous les jours. Là, je ne sais pas, j'ai dit, je fais le chapelet tous les matins pour me rappeler le nom de mes petits-enfants, un derrière l'autre. Tu sais, j'y pense souvent. À ça, encore ce matin en me réveillant, cette boulangerie où ils étaient mes parents, comme tout à l'heure je te parlais, que je regardais ces émissions. Je revoyais là ces personnes avec ce truc de faire les baguettes de pain comme ça. Seigneur, vous voyez mon père. Et tu sais, là-bas dans cette boulangerie, quand il arrivait les fêtes des Arabes, là, quand ils finissaient le Ramadan, on travaillait du matin au soir. Si tu vois les gâteaux qu'on enfournait, que mon père il enfournait, les gâteaux qu'ils faisaient, ils venaient avec de ces tôles, avec de ces gâteaux qu'ils enfournaient chez eux, des couronnes comme ça. Puis pendant le Ramadan, les Arabes, tous les soirs, ils se pétrissaient leur pain. Ils venaient avec ce pain, ils le portaient chez mes parents pour le cuire, parce qu'ils n'avaient pas de four. On avait des numéros, on faisait le numéro sur le pain, un numéro qu'on lui donnait, un numéro... Après, quand ils sortaient du four, on mettait tous sur les étagères, et au fur et à mesure qu'ils venaient, au moment où ils allaient souper, que c'était le Ramadan, là, ils venaient avec leur ticket, avec leur numéro, et on lui donnait le pain qui avait son numéro. Et mon frère Jean-Pierre, que j'ai jamais rien voulu savoir du travail, lui, c'était l'école, toujours l'école. Mon père, il levait mon frère 1h30 avant de l'école. Il lui faisait peser toute la brie. Alors, mon frère, il attrapait, il pesait, il le mettait à mon père. Tous les matins, mon père lui faisait faire ça avant de partir à l'école. Il aimait mon père. Il aimait quand il enfournait comme ça des trucs. Mais lui, c'était l'école, il ne voulait pas faire boulanger comme mon père. Mon père, il élimait, parce qu'il mettait le four en marche, parce que ce n'était pas les fours électriques ni rien. On allumait le four à bois, c'était du bois qu'on brûlait. Après, mon père, il avait un truc exprès pour retirer toute la cendre. Quand le four était très propre, que tout y passait, une espèce de balai dedans. Et à ce moment-là, il passait le pain. Il faisait les baguettes et il les enfournait. Et cette cendre-là, quand mon père ramassait du bois, tout ça, on ne la jetait pas. Cette cendre, ma mère, elle la mettait dans des cuves. Et comme là-bas, on avait l'eau salée en Algérie, on n'avait pas l'eau douce au robinet. L'eau douce, si on voulait de l'eau douce, il fallait l'acheter. On n'avait que l'eau salée dans les robinets. Ma mère, elle mettait cette cendre dans des cuves et elle remplissait d'eau salée. Ça t'adoucissait l'eau. Pour faire la lessive et tout ça, tu avais l'eau, elle était douce. Tu ne peux pas t'imaginer l'eau, elle s'adoucissait, tu la touchais comme ça se fait plaisir de la toucher. Alors, ma mère, elle faisait ça. Et après, elle avait un grand truc comme ça, elle passait pour pas que la cendre passe. On avait un tamis exprès, de façon à avoir l'eau claire pour faire la lessive. Mais c'est pour te dire, dans la boulangerie, ce travail qu'on avait, ils ont travaillé. Ah, et ces souvenirs, tu ne peux pas les oublier. Tu as toujours moi, toujours mon père dans cette boulangerie et ma mère au comptoir. Qu'est-ce qu'elle a travaillé, ma mère aussi. Tous. On aidait, hein. On aidait comme on pouvait. Moi, parce que comme je t'avais dit, j'avais quitté l'école. Parce que quand j'arrivais de l'école, je voyais ma soeur petite. Ma mère, elle ne pouvait pas s'en occuper comme elle pouvait. Moi, je dis, je ne vais plus à l'école, je vais m'occuper de ma soeur. Alors maintenant, quand je les vois, les émissions qu'il faut là, je dis, mon Dieu Seigneur, Christiane, tu t'es élevé là-dedans. Tu as vécu ta vie là. Alors quand je vois ces boules de pain qu'il faut maintenant pour vendre à la clientèle, je dis, c'est pas possible, nous on faisait ça pour les prisonniers là-bas en Algérie. Les premiers temps, papé me disait, mais arrête Christiane, ça on le sait que tu n'étais pas ton père. Où j'allais pouvoir penser un jour que j'allais garder ça, que ça, dans la tête comme ça, dans cette boulangerie où mes parents ont le temps de travailler. 3 épisodes pour une vie. C'est assez peu. Je suis très content de l'avoir fait et de l'avoir partagé avec vous. Christiane, comme je vous l'ai déjà dit, c'est ma grand-mère. Et je suis très content d'avoir
réaliser cet octopus avec elle, le tout premier. Je ne peux que vous inciter de faire pareil avec vos grands-parents. Si jamais vous n'avez aucune idée de comment faire, appelez-moi, pourquoi pas. Voilà, Sur quel pied penser, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse avec le programme de votre radio. Et je vous embrasse, enfin, celles qui le veulent bien.